Les avis sur la postologie Star Wars ont toujours grandement divisé les fans. Là où certains considèrent le 7 et le 8 comme de bons, voire de très bons films, d'autres les voient comme une trahison envers la saga merveilleuse qu'est Star Wars. Cependant, les deux camps se sont accordés sur le fait que Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker, sorti en 2019, est un très mauvais film. Mais moi, j'aime beaucoup l'ascension de Skywalker. Je ne l'aime même pas en tant que plaisir coupable. Je considère que c'est non seulement un bon film, mais aussi une bonne conclusion à l'histoire de Star Wars. Et pour vous expliquer mon point de vue, je vais prendre les 10 choses qui sont le plus critiquées sur ce film et vous expliquer en quoi je trouve qu'elles sont en réalité réussies et évidemment attention aux spoilers. La première chose dont nous allons parler est le retour d'un personnage, l'empereur. En effet, alors qu'on le croyait mort à la fin de l'épisode 6, l'empereur Palpatine nous révèle dans ce film qu'il a eu recours au clonage et qu'il est de retour. Alors, avant toute chose, je tiens à préciser que je comprends la frustration de ceux qui auraient aimé voir Kylo Ren devenir le méchant principal. C'est vrai que c'est dommage de ne pas l'avoir eu en tant qu'antagoniste principal, mais essayons de voir ce qu'on a à la place. Avant tout, je considère que le clonage de Palpatine participe au propos du film. Le rapport avec le passé et avec la force dont je parlerai plus tard. Ça rejoint beaucoup la pensée des Sith, qui sont des êtres égoïstes et qui se considèrent comme des dieux. À travers le clonage, ils manipulent la nature et le cours des choses et veulent accéder à l'immortalité. D'autant plus que voilà, on montre bien que ce clonage n'est pas parfait. On voit l'empereur avec un corps très décrépit, aveugle et qui a besoin d'habiter un nouveau corps pour retrouver sa puissance. Un peu, vous voyez, et ça m'a fait penser à Orochimaru dans Naruto, un personnage extrêmement puissant qui veut acquérir le plus de pouvoir possible afin d'obtenir l'immortalité et qui veut habiter le corps de personnages forts. Et, euh, et surtout, pour moi, le fait de faire revenir l'empereur, bon, on va pas se mentir, c'est probablement, ça s'explique probablement par une incapacité à vouloir trouver un autre méchant. Je vais être honnête là-dessus, ça se sent un peu. Mais pour moi, c'est pas une mauvaise idée parce que c'est, on revient au méchant du début pour la fin. Et le retour de l'empereur, le fait qu'il revienne foutre sa merde, et bah, ça participe au rapport au passé dont encore une fois je vais parler. Mais outre ça, je trouve que son retour c'est plutôt bien fait. Et il y a aussi une chose dont les gens se plaignent, c'est pourquoi est-ce que Kylo Ren se met à son service au lieu de juste le tuer et de s'emparer de sa flotte. Je l'expliquerai plus je l'expliquerai vraiment quand je parlerai de Kylo Ren, mais c'est parce que au fond, c'est un gamin un peu apeuré. Et vous allez me dire que ça trahit un peu le cours des choses de montrer un personnage qui utilise la force pouvoir se faire cloner grâce à la technologie. Et effectivement, mais en tant qu'empereur de l'Empire qui prospérait énormément, déjà Palpatine a su se procurer la technologie nécessaire pour ça. Et comme je l'ai dit, on voit bien à quel point cette technologie est défectueuse par le fait qu'il est à peu près aussi en forme que le baron Harkonnen dans Dune, et par le fait qu'il a besoin d'un réceptacle. Mais je développerai avec les autres points
mais pour moi, le retour de Palpatine, bien qu'il puisse être un peu frustrant, était pertinent parce qu'il participe au propos du film qui n'est pas, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le fait de s'accrocher trop à la nostalgie. On va maintenant parler de trois nouveaux personnages qui apparaissent dans ce film et que beaucoup considèrent comme inutiles. Donc, donc Zuri, Jana et le général Pride. Alors, je vais pas essayer de dire en quoi ils sont utiles d'un point de vue scénaristique, parce que ce serait assez superficiel leur rapport dans l'histoire, même si bah, il y en a clairement un. Je veux dire, sans Uri, ils auraient pas pu s'introduire à bord du destroyer, etc., etc. Mais donc, je vais vous dire pourquoi, selon moi, ce sont de bons personnages. Alors, pour commencer, Zuri, dans le trio, je dois l'avouer, mon personnage préféré. Déjà parce qu'elle permet d'en apprendre un peu plus sur le passé de Poe. Euh, et moi, je trouve que c'est un personnage vraiment attachant parce que c'est un peu la fille qui essaie de montrer que c'est une dure à cuire, pas du tout sensible, mais qui au fond l'est, vu à quel point elle craque devant Poe. Et, euh, et aussi un dialogue que j'ai beaucoup aimé. Bah, déjà, elle aide Poe à retrouver espoir parce que dans ce film, Poe est en pleine interrogation après ce qui s'est passé sur Crète, où il se dit qu'ils vont peut-être jamais gagner la guerre et où elle lui dit que c'est comme ça qu'ils gagnent en nous faisant croire qu'on est seul, mais on n'est pas seul. Tu te souviens? Et, c- et ça, bah voilà, ça suggère un truc dans le passé de Poe qui est très intéressant. Et en même temps, ça rend encore plus attachant de Zoré parce que elle en veut à Poe, mais en même temps, elle en veut à Poe, mais en même temps, elle tient à lui et le réconforte. Et j'adore vraiment le duo qu'elle forme avec Poe, surtout à la fin, où ils font la paix, ils font la paix, elle garde quand même ses distances, mais on sait que c'est pas, mais on sait que les distances entre eux ne sont pas définitives. Donc je trouve que c'est un très bon personnage parce que elle est mystérieuse, originale et c'est pas juste l'archétype de la femme qui pour montrer qu'elle est forte doit être automatiquement froide et cynique. Ensuite, Jana, je dois l'avouer que je suis un peu moins fan d'elle, mais c'est aussi un bon personnage mais c'est aussi un bon personnage parce que elle permet aussi de redonner de l'espoir à Finn, de lui faire comprendre que bah il n'est pas le seul qui au départ était au sein du Premier Ordre, mais qui a su prendre conscience des atrocités du Premier Ordre. Donc déjà voilà, ça montre que les mouvements de résistance se développent aux quatre coins de la galaxie, que Finn n'est pas seul, et aussi, et ça j'en reparlerai, elle permet de montrer une façon de se battre, sur les chevaux et avec des arcs, une façon de se battre beaucoup plus rustique et pas qui se base trop sur la technologie, mais ça j'en reparlerai après. Mais pour moi, elle aide au développement de Finn et en même temps fait comprendre que oui, les mouvements de résistance ne sont pas morts. Et enfin, le général Pride, bah, je trouve que c'est un méchant très intéressant parce que c'est un ancien impérialiste et il permet de montrer tout le fanatisme des impérialistes. Le fait que là où le premier ordre c'est surtout une idéologie politique, l'Empire c'est carrément un culte de la personnalité, que ce soit pour Dark Vador ou pour l'Empereur, et tu vois à quel point Pride il est en transe à chaque fois quand il s'adresse à l'Empereur, donc ça montre un fanatisme absolu envers une figure monstrueuse, un truc très pertinent.
et aussi un grand mépris pour la jeunesse et ses progrès, notamment un grand mépris envers le général Hux et envers Starkiller. Ce qui va rejoindre ensuite le truc que je vais dire sur le passé et tout ça. Donc pour moi, bah, c'est l'incarnation du nazi convaincu à 100%. Là où dans la trilogie originale, les officiers de l'Empire, c'était plutôt des gens qui faisaient leur travail et qui voulaient s'assurer de ne pas être étranglés par Vador. Dans la prélogie, c'était des cons qui voulaient pas payer leurs impôts. Et dans le premier ordre, c'était plus une idéologie de nazi qu'un culte de la personnalité. Donc je trouvais en plus que c'était très pertinent et ça montrait vraiment bah, la folie du premier ordre. Et justement, puisqu'on parle du général Hux, on va parler d'un truc qui est très critiqué à propos de son personnage dans ce film, sa trahison. Le fait qu'il se révèle être devenu un espion de la résistance. Beaucoup ont pointé du doigt le fait que ce soit totalement improbable qu'il se devienne un allié de la résistance alors que c'était lui-même un nazi très convaincu qui a fait un discours qui a fait un discours hitlérien avant la destruction de la Nouvelle République, tout ça, le fait qu'il soit totalement dévoué au premier ordre. Alors avant tout, il faut rappeler que le général Hux est un personnage enragé et impulsif, est un personnage enragé et impulsif et qu'il déteste Kylo Ren. Surtout depuis qu'il a pris le pouvoir par la force. Alors vous allez me dire, c'est pas une raison pour trahir le premier ordre. Bah, j'ai envie de dire un peu, parce qu'en fait, maintenant, même s'il est toujours officiellement général, il a plus aucun vrai pouvoir et il a plus aucune chance de le reprendre parce que on voit bien que très peu d'officiers respectent vraiment Kylo Ren comme ils respectaient Snoke. C'est surtout qu'ils ont peur de lui et qu'ils n'osent pas s'opposer. Donc même si Hux montrait que Kylo Ren n'est pas légitime de devenir le suprême leader, comme les officiers du premier ordre sont des lâches, ils ne le suivraient pas parce qu'ils ont trop peur. Ce qui fait que du coup, il n'a strictement aucune chance de renverser Kylo Ren, vu qu'il peut clairement pas le faire tout seul et que tout son entourage, soit c'est des lâches, soit c'est des fanatiques, donc il pourra rallier personne à sa cause. Et vous me dites, oui, mais quand même, il trahit l'idéologie du premier ordre. Sauf que cette idéologie, elle l'a beaucoup désabusée. Il a découvert que le premier ordre, qui est considéré comme un système politique parfait, est un système qui a des failles parce que on laisse un gamin immature et enragé comme Kylo Ren devenir le suprême leader juste parce qu'on a peur de lui alors qu'il n'avait jamais été désigné, alors qu'il s'est autoproclamé suprême leader, et qu'en plus, ses explications sur la mort de Snoke étaient très suspectes. Donc le général Hux se dit, mais c'est quoi ce système pourri là? C'est même pas on élit un mauvais dirigeant, c'est un crétin s'autoproclame dirigeant et personne ne dit rien. Donc en plus, il est désabusé. Donc pour moi, ça justifie le fait que du coup, il s'allie avec la résistance et décide de causer le plus de dégâts possible. D'autant plus que ils ont eu l'intelligence de rappeler que malgré tout, ça reste quand même un connard, en montrant que bon, la tension est toujours aussi palpable entre lui et les résistants, notamment avec ce gag que j'adore de Finn qui doit lui tirer dans le bras qui doit lui tirer dans le bras pour pas qu'on se rende compte de sa traîtrise
mais qui s'amuse à lui tirer dans la jambe, ça montre que malgré tout, c'est un connard et minable, et sa mort d'ailleurs est volontairement pathétique, parce que il ne serait jamais mort en héros. Donc pour moi, la trahison du général Hux n'était pas du tout tirée par les cheveux. Un autre truc qu'on considère tiré par les cheveux, c'est la vérité sur les parents de Ray. Alors, je tiens à préciser que ça me dérangeait pas de découvrir dans le 8 que les parents de Ray étaient des pecnos qu'elle avait vendu pour acheter à boire. Je trouvais même ça très pertinent. Mais cependant, cependant, je trouve pas que du coup la parenté telle qu'on nous l'a finalement montrée est une mauvaise chose. Alors déjà, avant de répondre à la question est-ce que l'empereur a eu un fils, bah je pense pas que ce soit vraiment un fils. C'est-à-dire que comme on n'évoque jamais une éventuelle maîtresse de Palpatine, à mon avis, le père de Rey, c'est juste, c'est un gros, un clone de Palpatine quand il était jeune, mais qui s'est détaché mais qui s'est détaché du modèle malsain de son géniteur, rejoignant le propos sur le fait que le sang ne définit pas tout ce dont je parlerai plus tard. Et et même si du coup, et je veux dire, ça, c'est quand même très violent, c'est quand même très violent pour Ray quand même, parce que d'accord, elle apprend que du coup ses parents étaient des bonnes personnes qui se sont sacrifiées pour elle, mais en attendant, elle apprend qu'elle a le pire grand-père du monde, un enfoiré, l'homme le plus dangereux de la galaxie qui a fait tuer son propre fils et qui veut la tuer. Ça la déchire et la fait douter sur le fait que est-ce qu'elle va elle-même devenir une Palpatine, parce que parce que parce que ceux qui disent que le 9 trahit totalement le 8 dans le sens où ça dit qu'en fait le sang, donc nos origines, ça fait tout, je suis pas d'accord avec eux. Je suis pas d'accord avec eux parce que Ray, ce qui compte, c'est pas que ses parents étaient des gens bien. Ce qui compte, c'est que son grand-père est un connard, mais que malgré tout, elle est pas devenue comme lui. Beaucoup disent que ça aurait été mieux si Ray était devenue méchante, mais pour moi, là, ça aurait été une vraie trahison, parce que ça aurait montré effectivement qu'il y a une fatalité en termes de parenté, le fait que si t'as des origines, si des membres de ta famille sont des connards, tu vas devenir des connards, donc une connerie à la Zola, quoi. Et, euh, et donc, euh, et donc pour moi, non, non, ça ne le trahit pas. Une autre rédemption qui a beaucoup énervé les gens, c'est la rédemption de Ben. Alors, pour moi, vous savez, à la fin du 8, même s'il a tué Snoke, même s'il est devenu le suprême leader et qu'il traque lui-même les membres de la résistance de sa propre initiative, pour moi, il n'était pas libre. Parce qu'il reste prisonnier du côté obscur, il reste prisonnier de son mal-être, de sa volonté maladive de prouver sa puissance, qui notamment permettra à la résistance de fuir quand il se retrouvera confronté à Luke. Donc, donc pour moi, pour moi, Kylo Ren n'a jamais été libre, même à la fin du 8. Il est toujours resté enfermé dans son mal-être, son complexe d'infériorité et son renfermement sur soi. C'est un gamin immature, impulsif, qui interprète très mal les choses, notamment par le fait qu'il voit en son grand-père Dark Vador et pas en oubliant qu'il est mort en Anakin Skywalker. Euh, mais, mais pour moi,
Mais je trouve quand même que sa rédemption marche, parce que dans le 9, son objectif, c'est d'accéder au pouvoir avec Rey. Mais Rey lui fait comprendre à coups de sabre laser qu'elle a aucune intention d'accéder au trône. Elle a l'intention de tuer l'empereur, mais jamais de devenir impératrice, mais jamais de devenir impératrice avec Kylo Ren. Donc du coup, bah, il sait qu'il pourra jamais atteindre son objectif parce que l'objectif de Kylo Ren, grosso modo, il y en a beaucoup, mais si on devait en donner qu'un, s'il a rejoint le côté obscur, c'était par la soif de pouvoir, la soif de découvrir toute la puissance qui est en lui héritée de sa famille et de devenir le nouveau Dark Vador. Euh, mais une fois qu'à la fin du 8, il a accédé au pouvoir, qu'il est devenu le suprême leader, le dirigeant du premier ordre, la plus grande armée de la galaxie, bah ça lui suffit pas. Bah ça lui suffit pas. Il reste quand même attaché à l'amour, si on peut appeler ça un amour, et a besoin de Rey. Il sait qu'il n'y arrivera jamais. Ajouter et aussi le fait que il régresse dans ce film en reprenant son casque et en se mettant au service de l'empereur. Pour moi, c'est logique parce que Kylo Ren, c'est vraiment un ado qui veut prouver son anticonformisme, son indépendance, mais qui, une fois qu'il a fait sa crise, redevient conformiste et hyper dépendant. Donc en fait pour moi c'est ça, c'est que malgré tout, pour moi ça ne trahit pas, pour moi ça ne trahit pas la fin du 8. C'est que tant qu'il reste Kylo Ren, il restera ce gamin incertain qui en même temps veut prouver qu'il est au-dessus de toutes les forces du passé et qui en même temps veut retrouver toute la puissance ancestrale du côté obscur. Et aussi, bon, ça s'est retourné contre lui, mais son alliance avec l'empereur, pour moi, bah, lui-même considère pas que l'empereur est devenu son nouveau maître, vu qu'il prévoit de le tuer avec Rey. Donc, oui, il se fait baiser dans cette histoire, vu que finalement c'est l'empereur qui reprend le pouvoir, mais Kylo Ren, quand il est aveuglé par son orgueil de suprême leader, se dit que c'est qu'un allié temporaire et que quand il le voudra, il éliminera l'empereur et que personne l'emmerdera avec ça. C'est juste que s'il l'a pas tué au début, c'est que bah voilà, je veux dire une flotte dont chaque vaisseau peut détruire une planète entière. Quand tu es à la tête d'une dictature, quand tu à la tête d'une dictature, ça se refuse pas vraiment. Mais du coup, sa rédemption, bah, encore une fois, pour moi, bah, c'est son mal-être, le fait que dans tous les cas, là, il a tout perdu. Il sait que Ray le rejettera pour toujours. Il sait que Ray le rejettera pour toujours. Et aussi le fait que l'empereur commence à lui parler avec autorité lui fait comprendre que bah, il est redevenu au stade zéro, au stade où c'est juste le pion d'un site. Donc pour moi, en fait, ça marche. Et l'apparition de Anne, le fait que ce ne soit pas un fantôme, euh, que ne soit pas un fantôme, mais la conscience de Kylo, bah, c'est logique parce que on rappelle toujours avec le masque que Kylo veut dissimuler sa honte, son traumatisme d'avoir, d'avoir tué son père. Et Et voilà, au bout d'un moment, hum, c'est sûr que c'est pas du tout une rédemption aussi bien faite que Dark Vador, mais c'est juste un peu, bon allez, là, j'ai tellement fait de conneries, là j'en ai marre, je redeviens gentil. Voilà. Ensuite, on va parler du rapport au passé et au sang, parce que c'est ça qui est très intéressant dans la postologie, le rapport à la nostalgie et à la parenté en fonction des personnages. Alors, j'ai déjà expliqué en quoi pour moi
les parents de Rey, ce n'est pas de la mère. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que dans l'ascension de Skywalker, on montre autant un attachement maladif au passé que une volonté absolue d'innover. Par exemple, la secte de l'Éternel Sith, les fanatiques qui vénèrent l'empereur sur Exegol. euh, ça, je trouve que ce serait d'actualité, surtout aujourd'hui où malheureusement les mouvements néo-nazis sont toujours d'actualité et où les sectes se développent de plus en plus. Et donc ça, je trouve que c'est très pertinent le fait que plein de fanatiques dont on ne connaisse pas l'identité, qui sont juste cachés dans des capes, vénèrent l'empereur. Mais aussi par rapport au sang. Il y en a qui disent que si Ben redevient gentil, c'est parce que ses parents étaient gentils. Mais pour moi, non. Parce qu'en fait, son modèle, ça n'a jamais été ni Anne qui n'a pas du tout le même sens d'intérêt que lui, ni Leia, ni Luke. Son modèle, ça a toujours été son grand-père. Et comme je vous l'ai dit, il considérait que il a considéré jusqu'au bout que son grand-père était mort en Dark Vador et pas en Anakin Skywalker. Donc, pour moi, quand Ben a fait sa rédemption, il continuait de croire que son grand-père a toujours été Dark Vador. Il se détache, il suit pas juste le modèle de ses parents gentils, il se détache d'un modèle fantasmé et hyper malsain. Il, euh, il emmerde, il emmerde le passé et décide de suivre sa propre voie. C'est pour ça notamment que lors de la bataille finale, il a ni son casque, ni sa cape, ni son sabre laser rouge. Euh, et, euh, et aussi, je veux dire, ceux qui disent que l'épisode 9 n'est pas du tout un film de passage de flambeau, franchement, je les comprends pas parce que quand même dans ce film, Leia meurt et Poe et Finn deviennent les nouveaux généraux de la Résistance et surtout, ils nous ont pas fait le truc cliché de c'est un vétéran comme Lando, du genre Lando qui fait un discours pour motiver tout le monde. Non, c'est Poe et Finn qui font leur discours aux résistants et qui les motivent pour la bataille d'Exegol, chacun selon leur personnalité. Poe parce qu'il veut honorer le sacrifice de tous les résistants qui sont morts au cours de cette guerre, et Finn parce que c'est maintenant au tour du Premier Ordre de souffrir comme ils ont fait souffrir tant de personnes. Et, euh, euh, et aussi la fin, dont le symbolisme peut être interprété dans les deux sens. Parce que vers le début du film, quand ils sont sur Passana, Rey parle à une petite fille et à la fin, elle parle à une vieille dame. Et certains ont considéré que ça voulait dire qu'en gros, ce film montrait on emmerdait la nouvelle génération pour se concentrer que sur l'ancienne génération. Mais pour moi, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que Rey a achevé son apprentissage, qu'elle est passée d'une petite fille curieuse de savoir quel est son nom, à, à une vieille dame, entre guillemets, qui connaît son nom officiel, mais qui décide de prendre le nom des Skywalker parce que, parce que le sang ne fait pas tout. Et puis bon, je veux dire, là où dans l'épisode 4,
la scène magnifique où Luke regarde le coucher des deux soleils sur Tatooine, bah c'était un coucher de soleil. Là, le film se termine par Rey Baby 8 qui contemple le lever des deux soleils. Je veux dire, au bout d'un moment, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Alors, un truc dont je vais pas parler très longtemps, c'est les combats. Moi, je trouve que les combats sont très réussis. Autant les combats de vaisseau que les combats de sabre laser. Ils arrivent à trouver de l'originalité dans les scènes d'action, notamment dans la course-poursuite contre Passana. Et oui, c'est vrai, les batailles, les combats de vaisseau et les combats de sabre laser, il y a des moments où ça sent un peu la répétition, mais au bout de 9 films, tu peux pas être original, tu peux pas être original à 100%. Et aussi on dit que le combat de Rey et Kylo Ren est pas du tout réussi, notamment par le fait qu'il n'y a aucune musique. Mais moi en fait je trouve que c'est pertinent parce que c'est un combat, c'est un combat sauvage où les deux sont dictés juste par la colère. Ils se donnent des coups violents et désorganisés. C'est vraiment un combat qui n'a absolument rien de glorieux. Donc on n'a pas à y mettre une musique stylée comme du genre Duel of the Fates. Et aussi les combats et aussi ils ont quand même de très bonnes, de beaucoup de créativité sur les scènes d'action, déjà sur Passana, mais aussi lors de la bataille finale, avec le fait d'attaquer aux chevaux. Et ça aussi, ça participe à un rapport avec le passé parce que c'est le premier ordre qui, enfin le dernier ordre plutôt, qui malgré toute sa technologie se retrouve face à juste des cavaliers avec une technologie primitive mais qui gagne quand même. D'autres personnages que beaucoup ont trouvé très gâchés, c'est le chevalier de Rennes. Alors, je peux comprendre que beaucoup de gens aient été déçus. C'est vrai qu'il y avait eu une énorme hype autour des chevaliers de Rennes. Il y avait plein de théories qui étaient mises en place. On pensait vraiment qu'ils allaient être au centre du film. Donc je comprends que ça ait beaucoup déçu. Mais il faut savoir que quand l'épisode 9 était censé s'appeler Les Chevaliers de Rennes, bah, c'était quand c'était Colin Trevorrow qui le préparait. Quand c'était J.J. Abrams, bah, il a pas vraiment, il a lui-même pas donné de promesse sur le fait que les Chevaliers de Rennes allaient être des personnages très importants. Donc, je sais que ça peut être décevant, mais mais pour moi, c'est pas une fausse promesse. Ça en aurait été une si ça avait été la même chose dans la mesure où le film aurait été fait par Colin Trevorrow. Mais quand bien même, pour moi, les Chevaliers de Rennes ne sont pas ratés dans ce film. Euh, Parce que déjà, je trouve déjà qu'ils ont une très bonne musique, de très bons costumes et un style de combat bien réalisé. Et surtout, je me dis, pourquoi est-ce que les gens détestent les Chevaliers de Rennes dans ce film alors qu'ils adorent Dark Maul dans l'épisode 1? Parce que quand ils sont, c'est la même chose, hein. Parce que les deux, enfin plutôt les sept, je crois, enfin voilà, les Dark Maul et les Chevaliers de Rennes, bah, ils remplissent la même fonction, celle d'incarner le site parfait, qui est très doué au combat, un véritable tueur hyper dangereux, silencieux, dont l'identité reste un mystère. C'est ce que Dark Maul était, et c'est ce que Dark Maul est dans l'épisode, c'est ce que Dark Maul est dans l'épisode 1. Il était censé se limiter dans l'épisode 1 juste à l'incarnation du site parfait. Et encore J.J. Abrams, il a limité les Chevaliers de Rennes, certes à des porte-flingues, mais il en a pas fait l'enjeu principal. D'autant plus que, pour moi, d'autant plus que leur mort, ça confronte une fois pour toutes Ben à son passé,
Ben à son passé, ça le confronte à ces hommes qui eux continuent d'avoir la foi totale envers le côté obscur. Et donc là, pour le coup, ça lui donne une vraie rédemption. Là où quand il tue les gardes prétoriens dans le 8, c'est il détruit les hommes qui incarnaient Snoke. Tandis que là, en affrontant les Chevaliers de Ren, il détruit les hommes qui incarnaient Kylo Ren. Ensuite, on trouve que les personnages ne sont pas développés. Alors moi, je suis vraiment pas d'accord parce que Rey, dans ce film, est plus tiraillé que jamais entre le bien et le mal. On montre vraiment toute sa vulnérabilité on montre toute sa vulnérabilité émotionnelle, autant que dans le 8 d'ailleurs. Et voilà, et elle fait toujours face au fait à la fois d'avoir la pression d'être le dernier Jedi et en même temps d'avoir un lien de paternité aussi horrible. Pareil pour Poe. Il passe du soldat, il passe du pilote impulsif et casse-cou de l'épisode 7 à l'épisode 8 à un chef sage, réfléchi, qui fonce pas dans le tas. C'est même un des personnages les plus raisonnables tout au long du film. Euh, et bah, Leia a très bien. Et là, pour le coup, il était légitime de devenir bel et bien le chef de la résistance. Et aussi, pareil pour Finn. Alors, Finn, c'est mon personnage préféré de la postologie parce que j'adore la façon dont il se met vraiment à croire dans la force. Parce que dans le 7, il la découvrait. Dans le 8, dans le 8 il l'a dit, mais genre vraiment en mode sans aucune conviction, que la force soit avec toi, Rose. Mais dans le 9, bah, il y croit vraiment. Il y parle le plus sérieusement du monde. Et le fait qu'on ne connaîtra jamais ses parents et que malgré tout, il maîtrise la force, bah, ça rejoint le fait que oui, le film ne dit clairement pas que le sang fait tout. Le film, pour moi, ne trahit pas du tout le propos du 8. Donc Finn, voilà, il se rend compte à la fois maintenant, il est beaucoup plus sincère dans son rapport avec la force. Il sait qu'il existe, elle sait qu'elle existe, et il sait qu'elle existe, et à la fois il est prêt à se sacrifier, mais c'est même plus des sacrifices impulsifs comme dans lui, c'est vraiment parce que il ne trouve pas d'autre solution. Et on va terminer par le fait que l'histoire se termine bien. Par le fait que malgré à quel point la résistance était dans la merde, elle est finie par triompher d'une façon que beaucoup jugent trop facile. Parce que pourquoi est-ce que des gens sont venus les aider alors qu'ils n'avaient rien fait lors de la bataille de Crète. Alors alors pour moi, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils ne sont pas intervenus dans la bataille de Crète et pourquoi ils sont intervenus dans la bataille d'Exégol. Durant la base de Crète, on voyait bien à quel point c'était une base désaffectée et vraiment pas en bon état avec ses speeders avec ses speeders notamment qui sont d'énormes tas de ferraille. Donc pour moi, c'est très possible que en gros leur appel à l'aide ait été diffusé dans une zone de fréquence limitée et que donc bah, certaines personnes qui occasionnellement auraient pu les aider ne l'aient vraiment pas reçu. Euh, D'autant plus, euh, D'autant plus que à la fin de l'épisode 8, la résistance était vraiment au plus mal. Était vraiment au plus mal. Elle avait perdu des dirigeants très importants comme l'amiral Akbar ou la vice-amiral Holdo. Et Leia elle-même était complètement découragée. Donc voilà, c'est vraiment
tout le monde avait vraiment peur. C'est notamment ce que dit encore une fois Po à Zuri sur Kijimi, les gens ont peur. Mais à la fin de l'épisode 8, justement, l'espoir revient. Parce que Luke permet à la résistance de s'enfuir. Et, et du coup, bah ça, apprendre ça, le retour du Jedi, de Luke Skywalker qui a permis à la résistance de prendre la fuite, bah forcément, ça redonne de l'espoir. Ça motive beaucoup plus les gens. Ça leur fait reprendre foi en la force en sachant qu'elle est avec eux. Là où le dernier utilisateur de la force qui connaissait vraiment, c'était Kylo Ren qui s'en servait pour les massacrer. Et puis ajouter à ça le fait que Lando et Chewbacca, qui sont deux vétérans de la Première Guerre, soient venus demander de l'aide. Bon bah voilà, les deux ont une confiance extrêmement communicative. Donc pour moi, c'est pas improbable que la flotte soit venue, qu'une grande flotte soit venue les aider à la fin. Et, euh, et surtout, bah, je veux dire, c'est Star Wars, c'est un conte, c'est un conte de fées, c'est quand même un truc sur le bien contre le mal, sur la force spirituelle, où le guerrier le plus puissant est un être absolument minuscule, euh, sur le fait que on peut gagner, que 10 personnes peuvent remporter la victoire face à 1 million, juste en s'aidant les uns les autres. C'est c'est une morale, c'est une morale très optimiste, mais qui est dans l'esprit de Star Wars. Le fait que l'espoir, le fait que l'espoir doit toujours être nourri, que tant que l'espoir vivra, il y aura toujours une chance de gagner. C'est pour moi, c'est de cette façon-là que devait se conclure la saga merveilleuse qu'est Star Wars. Donc c'est pour ça que pour moi, Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker, est non seulement un bon film, mais une très bonne conclusion à Star Wars. Alors, voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait bien réfléchir. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me dire pourquoi dans les commentaires, mais respectueusement, ça m'intéresse beaucoup. Prenez bien soin de vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. À la prochaine tout le monde. Salut!